Alors, si on regarde la situation actuelle on va espérer qu'on va en ressortir relativement bientôt, est-ce que vous croyez que la perspective des gouvernements a changé un peu vis-à-vis le transport aérien, étant donné que le transport aérien est absolument nécessaire pour le relancement des économies? Michel, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Si vous croyez qu'il y aura peut-être une opportunité là de redessiner la conversation entre les gouvernements et l'industrie. Oui, alors ça c'est un point quand même qui est extrêmement important parce que on aurait pu se dire avec la crise sanitaire, la situation catastrophique du transport aérien, bien que l'environnement ou les objectifs d'émission allaient être traités en second niveau. Bon, on s'aperçoit que bien sûr que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça a été reconfirmé par les compagnies aériennes dans le panel précédent, mais surtout, c'est justement parce que nous sommes dans une situation financière très compliquée et très difficile et que les aides publiques sont nécessaires qu'il faut profiter de cette situation, car les compagnies aériennes et les opérateurs de toute nature, pas seulement les compagnies d'ailleurs, aussi l'industrie, ont moins de moyens aujourd'hui pour qu'ils l'auraient pu en avoir pour s'occuper, pour faire évoluer les questions d'environnement. Donc les États doivent faire les deux en même temps, c'est-à-dire aider les opérateurs à redresser leur situation et d'autre part, redresser cette situation pour traiter aussi la question climatique. Donc c'est un challenge extrêmement important. Et sur ce plan-là, tout le monde sait... il y a un certain nombre d'États qui ont été plus vite que les autres. Donc ceux qui vont plus vite prennent des options. Mais il faut quand même s'assurer que toutes ces options seront compatibles, j'allais dire, au niveau mondial. C'est-à-dire, on n'imagine pas un transport aérien avec des technologies totalement nouvelles et multiples sur les différents aéroports du monde. Il faut se rendre à cette évidence. On a dans une industrie qui est éminemment, intrinsèquement internationale. Elle est internationale. Et donc, il faut qu'il y ait une harmonisation, en tout cas une interopérabilité qui soit organisée. Et je pense qu'à cet égard, les États... alors, c'est peut-être l'Europe qui peut prendre l'initiative. Ça peut être autre chose. L'OACI se réunit en assemblée en 2022. C'est une occasion peut-être pour faire avancer le dossier, mais je pense que, compte tenu de l'importance de l'enjeu, l'extrême importance et urgence de l'enjeu, il faut prendre une initiative avant cela. Il faut dès cette année envisager probablement une conférence internationale qui soit concentrée sur cette question-là, de façon à ce que le débat puisse avoir lieu et que les décisions et les actions puissent suivre dans la décennie. C'est bien ce que moi j'ai retenu. Le zéro carbone, il faut que la décision soit prise dans cette décennie. C'est pas dans 10 ans. Voilà. OK. Alors, on a entendu jusqu'à maintenant l'importance de cette question un peu partout. On a entendu l'importance de ne pas mettre les mesures en place qui peuvent détruire l'industrie, qui est important. On a entendu que les solutions sont plutôt globales que locales. On a entendu les dangers si chaque gouvernement essaie de résoudre le problème lui-même. Et puis, ça nous donne une situation très importante. Alors, de point de vue des mesures économiques, parce qu'on revient toujours sur cette question, surtout dans cette période de crise où il y a le danger d'une augmentation de taxation sur l'industrie, quelles sont les mesures et quelle est l'expérience des gouvernements de point de vue des mesures qui sont déjà en place, le EU ETS ou bien le Corsia? Et est-ce que vous voyez ou est-ce que vous avez des perspectives si on peut attendre encore des mesures comme ça pour le futur?
Monsieur Grandil. Bon, moi je crois que le UETS et le CORSIA se sont faits dans un contexte un peu différent du contexte actuel. Et la question qui est posée aujourd'hui dans un certain nombre de débats, c'est celle d'une taxation qui est une taxation dissuasive finalement pour une bonne partie des passagers, dans une option de réduction du transport aérien. Bon, vous avez bien compris que ce n'est pas du tout la situation dans laquelle je m'inscris. Autrement dit, il est facile de faire un matraquage fiscal qui détruit l'aviation. Ça a des conséquences sociales absolument considérables. Ça crée de la misère et dans les pays d'aviation et dans les pays de tourisme qui sont parfois les mêmes et très souvent des pays différents. Et en plus, ça n'aidera pas en quoi que ce soit à financer la dépollution et la décarbonation du transport aérien. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il faut aller vers quelque chose de très différent. Il faut aller vers des mesures directement efficaces sur la décarbonation. C'est par exemple ce qu'envisage l'Europe avec un mandat d'incorporation de carburants alternatifs. Un tel mandat va forcément renchérir le coût des carburants. En ce sens, on peut dire que c'est une forme de taxation. La grosse différence, c'est que ça a un impact direct et immédiat sur les émissions carbone du secteur. Et d'autre part, ça aide à faire démarrer cette économie du carburant alternatif. Ces carburants alternatifs, aujourd'hui, on ne les a pas, donc il faudra bien les produire. Et donc tout ça, ça enclenche un cercle vertueux. Après, il faut le faire à un rythme raisonnable pour que ce soit supportable par les compagnies. Des compagnies qui aujourd'hui sont dans une situation extraordinairement difficile à cause du Covid, et d'ailleurs dont beaucoup sont maintenues en survie par l'aide des gouvernements, comme d'ailleurs dans la plupart des autres secteurs d'activité. Donc je crois que là, on voit un exemple de quelque chose d'efficace. Quand on ira plus loin et qu'on utilisera soit des solutions à base d'hydrogène, soit des solutions à base de carburants synthétiques à l'échelle planétaire, ça aura également un coût, mais comme je le disais, c'est très différent d'une taxation. On peut décider des mesures d'incorporation à l'échelle européenne. Si on veut aller plus loin, il faut passer à l'échelle mondiale. Et passer à l'échelle mondiale, ça passe forcément par l'OACI, par de la diplomatie, par des conférences internationales d'une ampleur qui peut être quasiment comparable à la conférence sur l'accord de Paris il y a quelques années. Okay. Et donc je crois que c'est ça que nous avons devant nous. Le CORSIA, il cherchait à stabiliser les émissions, mais on voit bien qu'il faudra les réduire. Donc, ça va beaucoup mieux avec le CORSIA. Il faut absolument défendre le CORSIA. C'est une réussite diplomatique et économique sans précédent, mais il va falloir progressivement aller plus loin. OK. Alors, nous arrivons vers la fin du temps, alors il faut accélérer un tout petit peu. Alors, je vais passer sur une autre question. On a entendu ce matin que, du point de vue des opérateurs, ils ont besoin de soutien réglementaire des gouvernements pour le développement et la distribution des carburants alternatifs. Je crois que Charles, on a remplacé le micro là. J'espère que ça va mieux. Est-ce que, très bref, vous pouvez nous expliquer le rôle de la Banque mondiale du point de vue des carburants alternatifs? Oui, en effet, je crois que les biofuels ont une opportunité, c'est une opportunité importante pour les pays en développement. D'un côté, naturellement, sur le secteur d'agriculture, la production, mais il y a d'autres secteurs qui sont intéressants, par exemple les déchets municipal waste,
je vois des grands deals où on pourrait financer la production avec des projets pareils. Du côté régulatif, naturellement, c'est important aussi, et financement des infrastructures. Donc, c'est quelque chose qu'on est actuellement en train de bien évaluer dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. OK, très bien. Funke, est-ce qu'il y a des enjeux en Afrique du point de vue des carburants alternatifs ou quel est le positionnement des gouvernements en Afrique là-dessus? Merci. Avant de répondre directement à cette question, quand même quelques points à préciser. Je rejoins tout à fait M. Gandil dans son intervention. Si l'on essaye de limiter l'activité de l'aviation civile, ce sera complètement contre-productif. Cela va exactement dans le sens contraire de ce qu'on essaie de faire, surtout si l'on veut avoir une incidence positive sur le plan climatique. Ce qu'a dit Laurent sur l'idée de ne faire intervenir des mécanismes de marché qu'en dernière instance, Corsia a été un bel exemple de succès et on voit bien là la nécessité de promouvoir les SAF à travers notamment des mesures réglementaires, fiscales et autres. On a besoin de l'appui des États pour développer ces SAF. Alors évidemment, dans l'État, le coût est prohibitif. Il est de 3 à 4 fois celui des carburants habituels, mais il faut trouver une façon de rendre les SAF viables sur le plan économique. Donc, au contraire, ce qu'il faut trouver, c'est des incitations qui permettraient d'encourager les compagnies aériennes et l'aviation, enfin l'industrie dans son ensemble, à investir dans le bon sens, plutôt que de la pénaliser. Donc, imposer une taxe, une fiscalité ne va pas aller dans le bon sens. Dans bien des cas, vous allez empêcher une chose sans en favoriser une autre. Et ici, ce qu'on veut favoriser, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Pour ce qui est des SAF en Afrique, il y a des pays qui travaillent à la question. Avant la crise sanitaire, vous aviez des compagnies aériennes africaines avec les États qui déjà essayaient d'utiliser ces carburants dans des vols commerciaux, où il y a plusieurs exemples qui étaient assez concluants. Il y avait également d'autres carburants, des biocarburants qui ont été utilisés à partir de la plante de tabac. Vous aviez Mango Airlines qui avait, elle également, utilisé des carburants de substitution. Ça, c'était juste avant qu'apparaisse la crise sanitaire. Alors, évidemment, s'il n'y avait pas eu tout ce problème, on aurait pu voir des développements, mais de toute façon, on voit que en Afrique, il y a une réelle problématique économique intéressante qui montre que, comme substitution au carburant classique, il y a un projet économique qui pourrait tenir la route. Ce qui avait été prévu en septembre, déjà, c'était une espèce d'agenda 2050, ce qu'on appelait la feuille de route, la Pathway 2050, qui proposait une façon de déjà diviser par deux les émissions carbone et les diviser par deux par rapport au niveau de 2005 d'ici à 2050. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à un modèle qui soit durable sur le long terme, parce que ce qu'on sait, c'est que les vols long courriers qui représentent 75% de l'aviation commerciale, ces vols-là doivent pouvoir utiliser ces carburants SAF et devront pouvoir les utiliser pour atteindre les objectifs annoncés, mais cela ne se fera pas sans l'appui des États. Désolé de vous interrompre parce que nous sommes un petit peu pressés par le temps. En tout cas, merci de cette perspective qui, elle, est africaine et qui montre un point de vue Je retourne en français. Ce qu'on a entendu dans la première table ronde, c'est que c'est très important qu'on a une
collaboration encore plus intensive si on veut faire face à cette opportunité de vraiment lancer les carburants alternatifs comme solution à court et à mi-terme pour l'industrie. On a entendu que c'est nécessaire de le faire sur le plan global. Alors, on va passer maintenant pour les questions, et j'ai déjà reçu quelques questions. Est-ce qu'on peut jouer le jingle? Question and answers, please. Bonjour. On a des questions qui sont arrivées. Je vais les poser au panel. Première question. Que pensez-vous d'un budget carbone pour le transport aérien international ou européen ou africain qui pourrait le fixer? Alors, est-ce que c'est cette question de Laurent? Oui, merci Paul. J'ai une interrogation de fond quand même sur ces problématiques de budget carbone. Je pense que il faut quand même, quand on réfléchit à ce type de mesures, qui encore une fois s'apparente quand même là aussi à une forme de mécanisme de marché, mais il faut se poser la question quand même de la valeur sociétale des industries ou des secteurs auxquels on l'impose. Juste réfléchir en termes de budget carbone constant me paraît pas nécessairement la meilleure idée. La deuxième chose sur ces questions de budget carbone, c'est aussi de considérer finalement quels secteurs sont capables de se décarboner plus ou moins vite. C'est pas nécessairement aussi là une bonne idée que d'aller décider aujourd'hui quel devrait être le budget carbone du transport aérien dans 30 ans, dès lors que d'autres secteurs sont capables d'arriver plus vite à une décarbonation ou ont des moyens d'y parvenir plus faciles et plus rapides que le secteur du transport aérien. Donc voilà, moi, ma réponse, c'est que intuitivement, je ne suis pas certain que ce soit la direction dans laquelle il convienne d'aller, qu'on puisse considérer des budgets carbone, pourquoi pas, mais il faut être en mesure de les adapter aux circonstances et à la valeur sociétale et à la difficulté de décarbonation des secteurs en question si on souhaite se lancer dans ce type d'exercice, à mon sens. OK, très bien. Autre question. L'explosion des low-cost a entraîné une multiplication des desserts point à point et une croissance des mouvements aériens. Est-ce compatible avec les objectifs climatiques? Qui veut répondre à ce sujet? Monsieur Gandil? Les low-cost ne se sont pas développés comme ça et on ne peut pas attendre d'une entreprise individuelle qu'elle se dise je suis ou je ne suis pas compatible avec les objectifs climatiques et donc je fais ou je ne fais pas mon activité. Il y a un cadre de régulation et c'est dans ce cadre-là que ça se passe. Après, on a un certain nombre d'excès qui sont des situations de prix dont certains atteignent quasiment zéro, qui sont clairement en dehors de toute réalité économique et qui sont des coups de pub de marketing ou autres, mais qui donnent une idée complètement fausse du coût réel du transport aérien. Ça pose de réelles difficultés qui devraient être régulées. Le fait aussi d'essayer de réduire le court courrier quand il y a des alternatives ferroviaires utilisables, mais en fait, quand on regarde, c'est pas tellement le domaine des low cost, puisqu'ils se mettent souvent sur d'autres destinations que celle-là. Ça aussi, ça va dans ce sens-là. Après, il ne faut pas oublier que les low cost, même s'il y a eu ces excès, ils ont apporté une connectivité, et en particulier une connectivité européenne qui n'existait pas avant, et à un moment où l'Europe était en construction. Et moi, je crois que la circulation des professionnels, des étudiants, etc., y compris des touristes, avec finalement une meilleure connaissance entre des peuples qui, 50 ou 70 ans avant, faisaient beaucoup d'efforts pour se détruire totalement, ça a une vraie valeur.
Et donc, après, une fois de plus, la question, ce n'est pas d'empêcher de se déplacer, et notamment de se déplacer par avion, c'est de faire des avions peu, puis non émissifs. C'est ça le sujet qui est devant nous. Ce sujet aura un coût. Ça va forcément renchérir le transport. Le tout, c'est de le faire dans une mesure raisonnable. Ça aura forcément un impact sur les low cost, mais c'est un impact économique et environnemental plus que des impacts plus ou moins dirigistes qui ne me paraissent pas adaptés à cette situation. OK. J'ai encore une question ici, c'est sur en fait, c'est la compatibilité entre déréglementation et le défi climatique. Ne faudrait-il pas réintroduire plus de régulation et laquelle? Michel? Oui, je veux bien répondre à cette question-là. Bon, d'une part, peut-être l'origine de la question serait de dire la libéralisation, tout compte fait, a favorisé le développement du transport aérien et certains pourraient avoir l'idée de revenir en arrière. C'est un peu connexe de la question précédente, hein. C'est très proche. Mais la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qui a été libéralisé, l'accès au marché, un certain nombre, la régulation des capacités, des prix, etc. La question est certainement pas là. En revanche, il peut y avoir une question sur la réglementation environnementale. C'est-à-dire que de plus en plus de divergences apparaissent entre des États, et je me place toujours dans le cadre du transport aérien international. On ne peut pas imaginer un monde dans lequel des règles seraient appliquées à des compagnies aériennes d'un pays A et d'autres règles appliquées aux compagnies aériennes d'un autre pays, sachant que ces deux compagnies sont en concurrence directe sur leur ligne. Alors que la concurrence, ça existe. Donc la question est vraiment importante, mais comme on revient un petit peu sur notre point d'origine, c'est-à-dire qu'il faut une concertation internationale là-dessus. Il faut, alors que ce soit au niveau OACI ou d'une conférence spécifique sur le climat et l'aviation, mais il faut envisager ce point et imaginer peut-être l'intégration dans les accords aériens, car beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce secteur fonctionne encore sous le régime des accords bilatéraux, même si ces accords peuvent être libéralisés et libéraux, mais ce sont des accords entre États, et les États sont souverains. Donc il faut que les États se mettent d'accord pour appliquer des règles qui soient compatibles avec l'activité, le marché et la libéralisation du transport aérien. OK, voilà. Merci. Sur cette question, Funke, je vais essayer je ne sais pas si la connexion marche, mais est-ce que vous avez une perspective sur cette question de déréglementation? Okay, I think that En bref, hein? a need for Très bien. Je crois que ce besoin de réglementation existe pour les bons aspects et au niveau adapté. Par exemple, pour Corsia, il faut qu'il y ait une réglementation qui puisse se faire au niveau de chaque État. Et pour cela, il faut qu'il y ait une concertation visant à ce que, effectivement, les mesures propres à Corsia puissent être intégrées au droit national. Il y a des domaines, à l'inverse, où cela pourrait poser problème. Si, effectivement, on essayait d'assurer une réglementation en termes de fiscalité, cela pourrait poser des problèmes pour la mise en œuvre. Je crois qu'à l'inverse, les efforts réglementaires
lorsqu'ils peuvent et là, malheureusement, une partie de ce qu'a dit l'oratrice n'était pas intelligible du fait de la connexion, mais que dans certains domaines, donc la réglementation peut s'avérer effective. Autrement dit, l'essentiel, c'est d'agir en matière réglementaire dans les contextes adaptés et sur les problématiques qui permettent cela. Il faut pouvoir réfléchir également à plus long terme et aussi pour une action plus immédiate dans le domaine du climat. Et là, je crois que les acteurs du secteur ont une action et se sont fixés des objectifs qui sont plutôt convaincants à ce stade. Si on regarde le secteur, les opérations, les structures existantes et la façon dont tout cela fonctionne de concert, je crois que nous avons là quelque chose qui est plutôt encourageant. L'OACI, et d'autres l'ont souligné, a adopté toute une série de normes que les États s'évertuent à faire appliquer. Et je crois que merci, finalement, il faut adapter les alors, j'ai actions. plusieurs questions à très peu de temps. Il y a un ici qui, je crois, est avec des réponses très courtes. Peut-on ou doit-on modifier les annexes à la Convention de Chicago pour rendre l'OACI plus efficace dans le domaine environnemental? Comment améliorer le fonctionnement de l'OACI pour le rendre plus réactif? Alors, si on peut répondre à ça dans 30 secondes, ce sera magnifique. Michel. On pourrait répondre par oui, mais pas les annexes. Certainement pas au niveau des annexes, qui sont la réglementation. Ce qu'il faut peut-être amender, mais ça c'est un challenge, hein, c'est quelque chose d'assez compliqué, et c'est la Convention elle-même. C'est faire entrer la question climatique dans la Convention. C'est à la hauteur du problème. Hein. Ouais. Et donc, voilà, je réponds de façon courte. OK, merci. Ça m'aide beaucoup. OK, dernière chose, et c'est à M. Gandil. Vous avez affirmé qu'une taxation forte du transport aérien n'aidera pas à financer sa décarbonisation. Pouvez-vous justifier cela? Il semblerait qu'en Suisse, et peut-être Charles, il aura une perspective, bref de ça, que les revenus de la taxe sur les billets d'avion sont fléchés à 80% vers le financement des SAF. Bon, la première chose, c'est que cette industrie va avoir d'énormes investissements à faire pour, d'une part, payer des carburants plus chers et, d'autre part, acheter rapidement de nouveaux avions, alors qu'en fait, un avion, ça peut durer très longtemps. Donc, si on fait une taxation très lourde, j'ai parlé de matraquage fiscal, évidemment, ça ne met pas cette industrie en capacité de faire ces investissements. Après, on peut se dire que c'est moins grave si le produit fiscal est fléché vers ces différentes activités. Ceci dit, mon expérience très ancienne des fonctionnements publics, c'est que quand on peut avoir un fonctionnement direct par le marché, l'intermédiation fiscale apporte généralement des rigidités complémentaires, des pertes de rendement, comme on dirait en physique, et c'est en ce sens que je trouve que cette solution est moins mauvaise que de la fiscalité hors secteur, mais elle est moins bonne que d'arriver à avoir par la réglementation une obligation de décarboner de façon progressive et croissante, mais suffisamment rapide, et qu'ensuite l'ensemble des industries, celles qui font des carburants, celles qui font des avions et celles qui font voler ces avions, et au bout du bout le passager qui est le payeur final, fasse fonctionner ça dans une économie saine. Okay. Très bien. Alors, messieurs, dames, on est arrivé à la fin de cette table ronde. Il y a tellement beaucoup de sujets qui sont
qu'on peut mettre ensemble là, mais j'espère qu'on a bien abordé quelques sujets. Je veux remercier beaucoup alors, le panel, M. Patrick Gandil, Michel Wachenheim, Laurent Timsit ici, Adefunke Adeyemi, merci d'avoir nous rejoint de Nigeria, et Charles Schlumberger de la Suisse. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer vers la conclusion de cette session. Merci.